C'est parti aujourd'hui pour la succession de Benoît XVI. Les cardinaux sont entrés en conclave et on attend d'ici là à apercevoir la fumée blanche annonçant « Habemus Papam, nous avons un pape ». Monseigneur Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, est notre invité. Avec lui, nous allons parler de cet événement religieux de grande importance. Et puis, la Banque africaine de développement veut faire des organisations de la société civile des partenaires de choix pour le développement. Un atelier regroupe à Ouagadougou la société civile et des responsables de la banque autour du sujet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, audience du chef de l'État reçu ce jour 12 mars 2013 par le président du Faso. Le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, Tanaka Akihito, s'est dit satisfait de l'état des relations qui unissent nos deux pays. Il a été question aussi des efforts de Blaise Compaoré pour promouvoir la paix et la stabilité au Mali. Les deux hommes ont également parlé de la 5e TICAD prévue en juin prochain au Japon. Reportage de Yolande Lompo. Venir discuter des résultats de la collaboration entre le Burkina Faso et le Japon pour le président de l'Agence japonaise de coopération internationale qui vient d'être élevé au rang d'officier de l'ordre national, cette distinction est le fruit de leur bonne coopération. Nous avons également discuté sur la situation au Mali. J'apprécie l'effort de votre président pour promouvoir la stabilité et la paix dans la région et l'importance de la société internationale de continuer cet effort. Le gouvernement du Japon va organiser la conférence pour le développement de l'Afrique, la TICAD 5e conférence à Yokohama en juin cette année et je vais attendre avec impatience l'arrivée du président à cette conférence. Présente dans près de 132 pays, la JICA effectue des prêts, des dons et des aides non remboursables. Également connue grâce à l'envoi de ses jeunes volontaires à travers le monde entier, au Burkina Faso, elle intervient dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture et du développement des infrastructures sous-régionales. J'étais heureux d'être reçu par beaucoup d'écoliers hier dans une école primaire à Ouagadougou, accompagné de Madame la ministre de l'Éducation. Le président Compaoré m'a parlé de l'importance du développement de l'étude primaire ainsi que études secondaires ou la formation professionnelle. Nous avons échangé également sur notre intervention sur un autre domaine prioritaire, à savoir l'agriculture, permis à annoncer notre effort continuel sur un autre domaine d'intervention. Il s'agit de l'intégration régionale. Le groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice a achevé aujourd'hui à Ouagadougou ses premières journées parlementaires de l'année 2013. Ce groupe de l'opposition qui a fait le bilan de l'élection couplée de décembre dernier a proposé des recommandations allant dans le sens de l'amélioration du processus électoral. Les conclusions des travaux avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Une motion de condamnation de l'assassinat de Bernadette Tiendre-Béogo et 4 recommandations ont sanctionné ces journées parlementaires du groupe Alternance Démocratie et Justice, dont le thème portait sur le bilan des dernières élections couplées. La transparence électorale n'est pas seulement une question de texte, une question d'information, une question d'informatique, ni une question de fichiers biométriques, mais aussi et peut-être surtout une question de probité, de morale et de conscience collective. Les échanges entre députés membres du groupe
ont mis en évidence que le double scrutin de décembre dernier, bien que globalement satisfaisant, n'est pas exempt de faiblesse. La grosse responsabilité revient d'abord à la CENI, ensuite au gouvernement et après les partis, bien sûr. Donc nous n'avons pas occulté notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est d'abord l'insuffisance de la surveillance même du processus électoral. Ça, c'est notre responsabilité. Il y a aussi la méconnaissance du code électoral par nos propres délégués dans les bureaux de vote. Ça aussi, ça relève de notre responsabilité. Il y a eu beaucoup d'insuffisances. N'eût été la maturité de la classe politique, surtout de l'opposition, certainement qu'il y aurait eu quand même des descentes dans la rue. Nous demandons donc à ce qu'on prenne des mesures pour parer à ces insuffisances que nous avons constatées. C'est pourquoi nous allons remonter, nous voulons même remonter jusqu'à la relecture du code électoral. Parce qu'il y a des insuffisances qui se situent à ce niveau-là. Évidemment, il y a d'autres insuffisances qui ont été signalées et il revient à tout un chacun de travailler de manière à ce que ces insuffisances-là soient amoindries. Et pour remédier ces insuffisances, le groupe ADJ recommande d'associer les partis politiques de l'opposition et la société civile à la relecture du code électoral, l'utilisation de timbres autocollants à la place de l'encre indélébile pour matérialiser le vote et l'interdiction de l'utilisation des gadgets pendant les campagnes électorales. Autre recommandation formulée, la désignation dans les plus brefs délais du chef de file de l'opposition politique par le président de l'Assemblée nationale. Et puis les députés de l'ADF-RDA veulent apporter leur contribution à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. En plaçant leur première journée parlementaire de l'année sous ce thème, ces élus nationaux entendent jouer leur partition dans ce sens. C'est avec un grand intérêt qu'ils ont suivi la communication sur cette thématique qui a été développée samedi dernier à Diapaga par un technicien du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. La synthèse de la communication suivie de débats dans ce reportage de Anatole Nakoulma et de Anna-Lucie Kéré. Ingénieur géotechnicien, Yamba Kabore est également le directeur de l'aménagement de l'espace pastoral. C'est ce cadre du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui a été désigné par les députés de l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, pour présenter une communication sur le thème de leur première journée parlementaire de l'année, à savoir le rôle du député dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs. Yama Kabore a passé en revue les causes et les conséquences des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui peuvent conduire à des pertes en vies humaines et constituer une menace réelle pour la paix sociale. Il ne perdra pas de vue le rôle de médiation que l'élu national doit jouer, car son poids dans la société et le capital d'estime dont il jouit sont des considérations importantes qui militent en sa faveur. D'autres acteurs comme les élus locaux doivent également s'impliquer dans la gestion de ces conflits. Ils sont tous soit agriculteurs, soit éleveurs, comme vous l'avez vu. Et beaucoup d'entre eux font les deux. Donc, ils peuvent être provocateurs de conflits ou victimes de conflits. Soit l'un ou l'autre, selon les circonstances. Donc, ce qui fait que je pense qu'à un double titre, ils avaient leur place à ces journées-là. Pour les présidents du Parti de l'Éléphant, le thème de leur journée de réflexion est d'actualité, car les conflits entre agriculteurs et éleveurs deviennent de plus en plus récurrents. Si nous sommes élus députés, c'est parce qu'il y a la paix. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de cohésion, nous ne pouvons pas exercer notre activité. Cela est un élément important, donc tous les députés du groupe se sont engagés à accompagner en tout cas le ministère des Ressources animales et l'État dans la mission de sensibilisation des éleveurs et des agriculteurs pour une bonne cohabitation et aussi l'adoption de textes, les mesures d'accompagnement, les ressources financières aussi nécessaires parce qu'en fait le problème c'est une pression qui est liée à l'augmentation de la démographie et au fait que les terres ne sont pas suffisantes et les espaces ne sont pas bien délimités. Au sortir de leur journée parlementaire, les députés de l'ADF-RDA entendent poursuivre les actions en faisant notamment de la sensibilisation sur le terrain. Vie des communes à présent, Marin Ilboudo est devenu officiellement maire de Ouagadougou aujourd'hui. Ce journaliste élu hier a reçu les clés de la ville des maires de Simon Comporé. Au cours de cette cérémonie riche en émotions, le nouveau maire a appelé à l'union pour le développement. Reportage de Simon Gongo. On les appellera désormais les femmes de Marin.
Simon lui a passé la main aujourd'hui. C'est une soirée à 2 étapes. Les deux ont d'abord signé le procès verbal sous la surveillance du haut-commissaire. Puis tour à tour, ils ont parlé à la salle. Dehors, la grande foule les attend. Simon est le premier à parler. Le tribun est à l'aise en langue nationale maori. La population répond. Il leur demande l'accompagnement du nouveau maire. Quant à lui, il est parti par la grande porte. J'ai le cœur léger. Je suis fier et je suis content. Et comme j'ai dit, je ne pars pas sur la pointe des pieds. Je pars en marchant et tout de suite je vais rentrer dans mon char, dans mon véhicule. Et je vais conduire, je vais aller chez moi avec toute la joie et le sentiment d'avoir, avec mes collègues, mes collaborateurs, fait œuvre utile pendant les 17 années. La foule en liesse écoute. Le maire sortant Simon Compaoré remet les clés de la ville à Marin Il Boudo. Clé en main, il se présente. Marin est aussi à l'aise en langue nationale maori. Il présente sa méthode aux auditeurs. La mairie sera votre mairie, dit-il. Comme je l'ai dit, Marin Il Boudo, c'est une méthode. Simon Compaoré aussi est une autre méthode. Vous aurez le temps de le comprendre, de l'apprendre. Mais nous disons que notre approche consistera à aller essentiellement sur la base des concertations, des échanges, pour que la participation des citoyens à la gestion de la chose publique se sente au quotidien. Puis il se retire. Simon prend sa route sous les saluts militaires. Les Vuvuzela aussi. Demain, Simon Compaoré se réveillera citoyen de Ouagadougou. Casimir Il Boudo, lui, maire de Ouaga, où des chantiers l'attendent. Voilà, et puis l'ADF RDA va diriger la mairie de Waiguia. En effet, Maître Gilbert Noël Ouedraogo a été élu hier 11 mars avec 57 voix contre 55 pour son adversaire du CDP. Le nouveau maire compte dans son mandat travailler à renforcer la cohésion sociale et développer la commune de Waiguia. Moumonou Siboyaga signe pour vous le reportage. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, plébiscité à la tête de la commune de Waiguia. Il a été élu avec 57 voix contre 55 pour son adversaire du CDP, Mamadou Ouattara. Élu également député à l'Assemblée nationale, Maître Gilbert Noël Ouedraogo remplace ainsi Abdoulaye Sougouri du parti majoritaire. Et comme priorité, il compte consolider la cohésion sociale et travailler à développer la commune. C'est une commune qui est déficitaire en ce moment. Nous avons également aussi des problèmes d'assainissement et d'environnement. Dans la ville de Waiguia, tout le monde sait que la ville de Waiguia a besoin vraiment d'un bon coup de balai. Nous allons voir ce qui est bien dans ce qui a été fait pour améliorer et ce que nous pouvons aussi apporter comme contribution, nous allons l'apporter. Nous sommes venus pour construire. C'est ça qui est important. C'est le sort des populations qui importe pour nous. Après la reprise des élections municipales, l'ADF RDA a remporté 56 conseillers, 55 pour le CDP, 1 pour l'UPC et 1 pour le PDS Medba. Pour le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Waiguia, il est le maire de tous les conseillers sans distinction d'appartenance politique. Mais en attendant, les militants continuent de célébrer leur victoire car c'est la première fois que l'ADF RDA va diriger la mairie de Waiguia. Voilà, hors de chez nous et religion, les cardinaux ont célébré ce matin la messe qui marque le début du premier jour du conclave visant à l'élection du pape. Les 115 cardinaux devraient se retirer dans la chapelle Sixtine pour élire le 266e pape de l'histoire. Une messe pro-eligendo Romano Pontifice en préambule d'un conclave historique à Rome. Les cardinaux ont célébré ce matin autour de leur doyen Angelo Sodano la messe qui ouvre le processus très codifié d'élection du prochain pape. Les 115 cardinaux électeurs étaient présents dans la basilique Saint-Pierre ainsi que d'autres cardinaux non électeurs. Cette cérémonie a commencé par un chant grégorien qui rythmait l'entrée dans l'église, symbole de la papauté et de l'ensemble du Sacré Collège. Après avoir déjeuné dans leur résidence Sainte-Marthe, ils rentreront dans la chapelle Sixtine à 16h et les cardinaux procéderont à un scrutin jusqu'à 19h. De leur vote sortira alors une fumée noire, signe de non-élection, ou au contraire une fumée blanche, symbole de l'avènement du 266e pape de l'histoire. Voilà, retour sur le plateau avec Monseigneur Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme vous venez de le suivre là, avec cet élément de Euronews, comment est-ce que l'Église du Burkina Faso suit ce conclave actuellement pour la désignation du prochain pape? Ben, comme le dit le proverbe de la savane, à la palabre de la famille, est convié tout membre de la famille
au travail de la famille doit s'intéresser à tout membre de la famille. Ainsi, au Burkina Faso, chrétiens et non-chrétiens se sont impliqués dans cet événement majeur de la vie de l'Église catholique. Bien sûr, nous distinguons au niveau de Rome, il y a 2 temps très forts de ce conclave. Le premier temps, qu'on appelle congrégation générale, est un temps d'écoute. Les évêques, les cardinaux s'écoutent entre eux, ils se connaissent davantage, ils écoutent le monde dans lequel l'Église est envoyée et surtout, ils essaient d'écouter l'Esprit Saint, Dieu lui-même, pour pouvoir accomplir ce travail. Et suivi maintenant dans la deuxième phase qui a commencé aujourd'hui, et c'est cela qu'on appelle le conclave, donc la congrégation dite particulière. Alors donc ce temps est très important, sont admis à ce temps, à ce conclave, les cardinaux qui n'ont pas au-delà de 80 ans, au moment de la vacance du siège. Ainsi donc au Burkina Faso, nous avons essayé d'accompagner ce temps fort de l'Église, le collège des cardinaux, par la prière. Il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de candidature pour être pape, ni pour être cardinal. Il n'y a pas de démocratie là-bas? Si, la démocratie, c'est la prière. Donc, c'est la campagne de prière. Nous avons au Burkina Faso, dès le 28, l'instant même de la renonciation du Saint-Père, nous avons décrété un triduum de prière. Donc, 3 jours de prière dans toutes les églises, les communautés chrétiennes de base. Aujourd'hui même, dans toutes les églises, c'est célébrer la messe, une messe au Saint-Esprit pour invoquer l'Esprit Saint pour assister les cardinaux dans ce moment très historique, très important de la vie de l'Église. Et enfin, le jour de l'élection, nous espérons qu'il viendra sans tarder, nous serons encore en prière. Monsieur, vous allez nous expliquer comment se déroule en pratique ce conclave-là, comment se fait le choix du pape de façon pratique? Bon, le choix de... C'est 155 cardinaux qui se retrouvent, ils ne se connaissent pas forcément. Voilà, il y a une constitution qui réglemente un peu et qui gère l'ensemble de l'élection du Saint-Père. Sont admis comme électeurs, ils ont voix passive et active, 120 cardinaux en principe. Pour des raisons diverses, ils sont 115. Alors donc, les cardinaux qui ont moins de 80 ans sont admis, eux seuls sont admis au conclave, sont admis à élire le pape. Qu'est-ce qu'ils doivent élire? Ils élisent celui qu'ils estiment idoine, apte pour ce temps précis de l'Église. Alors, cela peut être un cardinal. Ils peuvent élire également un évêque ou un archevêque qui n'est pas présent au conclave. Ça peut arriver, ça? Et même un prêtre. Même un prêtre. Et si les prêtres, il faut tout de suite leur donner évêque pour qu'ils puissent accepter et réaliser sa mission. Oui. Cela peut arriver. D'accord. Donc, comme vous avez expliqué, est-ce qu'on peut s'attendre à l'élection? Parce que c'est une question très récurrente pour les Africains. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir un évêque africain noir? Bien sûr, les uns et les autres pour la question, est-ce qu'on peut avoir un évêque noir? Moi, je pose souvent la question, est-ce que le monde actuel et l'Église de ce temps est apte à assumer une telle situation historique? En principe, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'un Africain soit noir. Aux États-Unis, on a bien vu ce qui s'est passé avec Obama. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et c'est l'œuvre aussi des hommes. Un Africain peut être élu. Mais ce qui est le plus important, qu'il soit noir, jaune, blanc ou rouge, ce que nous voulons, c'est un bon pape, un bon père, un pasteur et un chef authentique de l'Église. Quelqu'un qui aime Dieu et qui aime l'Église et qui aime ce monde que Dieu aime. Monseigneur, il y a Abdoul Rasmane Zongo qui a promené son micro dans les rues de Ouagadougou. Il a recueilli quelques avis de Ouagalais. Certainement que vous allez revenir encore sur cette question, mais en attendant, je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Abdoul Rasmane Zongo. Nous souhaitons que le prochain pape soit africain. Parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois, ce sont les Européens, les Américains. Même l'Amérique, ils n'ont pas encore eu de pape. En tant qu'Africain, je souhaiterais, moi personnellement, que le prochain pape soit africain. Ça, je parle en tant qu'Africain. Mais en dépit de tout cela, que le pape soit européen, sud-américain ou bien africain,
Et je souhaite que le pape quand même soit un homme pétri de paix. Et surtout, en tout cas, œuvrer dans le sens de la paix dans le monde. Il y a des réalités qu'il ne faille pas oublier. Je pense que ce n'est pas le moment de me prononcer sur ces différents éléments qu'il faut, mais il convient de dire que c'est très difficile à l'heure actuelle pour nous d'avoir un pape africain. Moi, les attentes du nouveau pape, que ce soit un pape rassembleur, un pape qui puisse résoudre tous les problèmes de l'Église, de sorte que les fidèles puissent se retrouver. Quel que soit le pape qui sera élu, l'essentiel qu'il apporte la paix et que cette paix puisse rayonner au niveau mondial. C'est tout ce que je peux souhaiter. Quelle que soit la couleur, pour moi, c'est surtout la paix que nous recherchons. C'est-à-dire un pape qui va venir, qui fera de sorte qu'il y ait un grand rassemblement au niveau mondial, quelles que soient les différentes confessions, que ce soit un pape qui soit ouvert et qui écoute. Voilà, revenons sur le plateau, monsieur. Vous avez écouté ces réactions, réaction à ces réactions. Voilà, je suis agréablement surpris de toutes ces réactions. C'est un cri de cœur, c'est légitime. On veut un pape africain, pourquoi pas? Mais comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'un pape d'abord? Un pape, c'est l'évêque de Rome, c'est le successeur de Saint-Pierre, c'est le vicaire du Christ, c'est un pasteur et un chef de l'Église universelle. Donc, il faut, au-delà des couleurs et des souhaits légitimes, il faut vraiment un homme idoine, un homme apte à être, à gérer l'Église de ce temps, dans la complexité des défis que vous connaissez. Donc, nous souhaitons qu'il soit vraiment serviteur des serviteurs de Dieu. C'est d'abord un des noms du Saint-Père, un homme qui sert, un homme de Dieu et qui cherche à faire la volonté de Dieu, au service de Dieu, au service de l'Église et au service de cette humanité. Alors il puisse fortifier ses frères et sœurs dans la foi. Cela est primordial. Et ensuite, comme l'ont souhaité pas mal de Burkinabés, qu'il soit un homme ouvert, parce que l'Église est envoyée, aller de toutes les nations, faites des disciples. Donc, tout ce qui concerne l'humanité intéresse et concerne l'Église. Alors, il faut que ce soit un homme à l'écoute de Dieu et l'écoute de cette société. Monseigneur, mais est-ce que ce n'est pas parce que l'Église africaine est très dynamique que les Africains veulent avoir un pape africain? Bien entendu, le pape Benoît XVI lui-même, dans son exhortation post-synodale, dit que l'Église d'Afrique est le poumon spirituel de l'humanité. Le poumon spirituel de l'humanité. Cela correspond certainement à quelque chose. Le dynamisme dont vous parlez. Bon, est-ce à dire que par voie de conséquence, le pape devrait être nécessairement un Africain? Voilà, ça c'est peut-être une aspiration. Mais l'essentiel, comme nous l'avons déjà souligné, ne réside pas dans la particularité africaine, la couleur, etc. Nous voulons vraiment un bon pasteur selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui puisse aimer Dieu, servir Dieu, aimer l'Église, aimer l'humanité et servir cette humanité. Monsieur, en regardant le monde aujourd'hui, le prochain pape, quelles devraient être normalement les questions auxquelles le prochain pape devrait s'attaquer? Alors là, c'est une question très complexe. On peut distinguer un double niveau, ad intra, à l'intérieur de l'Église d'abord, il y a de grands défis, et ad extra, dans le monde, à l'extérieur de l'Église. C'est sûr que ad intra, à l'intérieur de l'Église, vous savez, la gouvernance, on parle de la gouvernance. Le Vatican est un État. Donc il y a une question de gouvernance. La collégialité dont on parle au niveau de l'Église, c'est l'agencement harmonieux de toutes les instances, dans le respect de la subsidiarité, comme on dit. Donc ceux qui sont au pouvoir central et ceux qui gèrent les communautés chrétiennes doivent conjuguer, travailler en synergie pour le bien de l'ensemble. Voilà, c'est un grand défi que de l'exercice de cette collégialité. Un autre, vous savez que tout baptisé est appelé à la sainteté, tout baptisé est appelé à la mission. Et l'Église existe pour évangéliser. Alors voilà de grands défis. Mener tous les hommes
à vivre davantage de Dieu, à aimer leurs frères. C'est un grand défi. Justement, à propos des défis hors de l'Église, quand on suit les discussions aujourd'hui, l'actualité surtout en Europe et en France, il y a la question du mariage homosexuel qui revient. Alors, quelle est la position de l'Église catholique burkinabé? Nombreux sont les défis en dehors de l'Église qui intéressent l'Église. Vous prenez le problème de la réconciliation au niveau des sociétés, que ce soit à l'intérieur des pays. Vous prenez le problème de la justice, le problème de la paix. Voilà d'énormes et grands défis auxquels sont confrontés nos pays, nos États et aussi bien l'Église. Bon, vous évoquez le problème du mariage pour tous. Avec tout le respect que nous avons pour ceux qui militent en faveur du mariage pour tous, l'Église doit rester fidèle à son maître. Nous avons des points de repère et l'Église ne saurait en aucun cas renoncer à ces points de repère pour suivre la couleur du temps, un peu comme le caméléon. Alors, j'ai reçu une lettre de frères musulmans que j'ai transmise au nonce apostolique à toute fin utile. Ils m'ont écrit une lettre pour dire que voilà, ils traduisaient leur compassion avec les chrétiens, leur solidarité en ce moment difficile et aussi leur admiration pour cet homme, le pape Benoît XVI, qu'on a injustement accusé d'être un pape traditionnaliste. Et pour ces frères musulmans, ils me disaient dans leurs lettres que justement la religion doit être traditionnaliste, dans ce sens qu'elle doit être enracinée, elle doit partir de ses racines pour pouvoir annoncer le message qui lui est propre et aider à accompagner cette humanité. Monsieur, on aura l'occasion de vous recevoir lorsqu'on aura un nouveau pape, mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot particulier en quelques minutes pour nos fidèles téléspectateurs? Voilà, je voudrais tout d'abord remercier la RTB pour l'intérêt que vous prêtez à cet événement important de la vie de l'Église. Cela est signe de ce que nous vivons ensemble au Burkina Faso, dans la tolérance, le respect mutuel et l'amitié les uns envers les autres. Je remercie les chrétiens qui se sont impliqués dans la prière pour accompagner les pères cardinaux. Je remercie également les non-chrétiens qui ont l'occasion de se manifester. J'ai cité cette lettre que j'ai reçue et que j'ai transmise au nonce apostolique. Cela témoigne de notre être ensemble et il nous faut œuvrer et travailler en synergie pour consolider ces acquis fondamentaux pour le bien non seulement de l'Église, mais le bien de notre société burkinabé. Merci Monseigneur et puis à bientôt. Voilà, merci. Partir des engagements vers les actions, c'est la nouvelle option de la Banque africaine de développement qui veut faire des organisations de la société civile des partenaires sûrs de développement. Pour atteindre cet objectif, un cadre opérationnel a été mis en place. C'est dans ce cadre qu'un atelier d'appropriation réunit depuis ce matin plusieurs structures déconcentrées de la BAD en présence de représentants de la société civile. Reportage de Daniel Kambou. Communication, dialogue et partenariat, c'est les maîtres mots qui vont désormais guider la vision commune que la Banque africaine de développement veut désormais construire avec les organisations de la société civile. Notre organisation sous-régionale veut, à travers cette démarche, atteindre plus de résultats en consolidant ces mécanismes de participation et de coordination. Étant donné que la Banque africaine de développement a adopté sa nouvelle stratégie à long terme, donc sur la période de 2013 à 2022, ayant pour objectif dans la croissance, une croissance inclusive, il était important justement que la manière dont elle collaborait avec les organisations de la société civile soit alignée sur cette stratégie. Et donc cet engagement se fait à plusieurs niveaux. Au niveau de toutes les politiques et stratégies que la banque élabore, la société civile est impliquée justement pour contribuer, pour avoir la voix de la population, la voix des différentes parties prenantes au développement. C'est ce cadre d'engagement visant à transformer les engagements en action qui fait l'objet de cette rencontre. Cette nouvelle architecture du partenariat prévoit un plan d'action étalé sur 3 ans, de nouvelles modalités de mise en œuvre et des actions de communication ciblées. Une coopération renforcée qui consolide également les relations entre la société civile et les différents plans et programmes de développement en exécution au Burkina. Quand vous prenez l'ensemble de nos politiques,
depuis les stratégies de lutte contre la pauvreté jusqu'à la SCAD aujourd'hui, les organisations de la société civile ont toujours joué un rôle important pour nous accompagner dans le cadre des actions. Donc c'est pourquoi nous savons saluer effectivement cette initiative de la BAD qui permettra effectivement d'asseoir une plus grande implication de ces organisations à travers la réalisation des projets régionaux. Une dizaine d'organisations de la société civile prend part à cette rencontre. Une rencontre qui va également permettre d'échanger sur les prochaines journées portes ouvertes sur les organisations de la société civile tenues au niveau de chaque bureau extérieur de la BAD. La conteneurisation en Afrique de l'Ouest, enjeux et défis pour les pays sans littoral, c'est du Burkina Faso. C'est sous ce thème que les acteurs de la chaîne de transport, armateurs, gestionnaires de ports et de terminaux à conteneurs sont appelés à échanger pendant 48 heures. Ils devront faire des propositions pertinentes en vue d'accélérer le rythme de conteneurisation dans les pays de l'Interland. Reportage de Nicolas Zigani. Plus de 200 participants issus des secteurs publics et privés vont mener la réflexion autour de la problématique de la conteneurisation des pays enclavés, cas du Burkina Faso. Le gouvernement, dans sa politique de diversification des corridors de désenclavement, ne ménage aucun effort pour améliorer les infrastructures et sécuriser la desserte au Burkina. D'où la présence à ce séminaire des responsables des différents ports de la sous-région. Les pays enclavés comme le Burkina Faso, cela revêt des enjeux majeurs. Parce que le conteneur a quand même des avantages et ce séminaire pourra permettre à nos opérateurs économiques de tirer les avantages du conteneur. C'est un moyen multimodal parce qu'on peut passer du bateau au ferroviaire ou à la route en ayant ces marchandises dans un même contenant. À notre avis, c'est essentiel pour le transport moderne et nous pensons qu'à travers ce séminaire, nous allons donc amener les opérateurs économiques, les utilisateurs à prendre conscience que la conteneurisation donc est un salut pour le Burkina Faso. Par ailleurs, pour l'État, ça permet de sécuriser les recettes donc du trésor public parce que la conteneurisation permet de sauvegarder, d'éviter les fraudes sur tout le parcours. Plus d'une dizaine de sous-thèmes seront traités au cours de ces séminaires. Les acteurs sont appelés alors à faire des propositions appropriées pour une meilleure utilisation des conteneurs dont le taux d'utilisation est présentement inférieur à 20%, ce qui limite la célérité du trafic de marchandises. Il s'est ouvert ce matin à Ouagadougou la 17e session du Comité national de pilotage du programme national d'approvisionnement en eau potable. La rencontre réunit les représentants des services centraux et déconcentrés de l'État, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers et les représentants des collectivités territoriales. Ordre du jour, faire le bilan 2012 des activités du Comité national de pilotage et coordonner celles de 2013. Reportage de C. Sylvestre. Les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et des questions d'assainissement au Burkina Faso, réunis à Ouagadougou, vont faire avec les membres statutaires du Programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement le bilan des activités réalisées tout au long de l'année 2012. Il s'agira au cours de cette 17e session du genre de faire le rapport d'exécution 2012 du budget programme par objectif et s'accorder sur le programme 2013. Le PNAEPA prévoit ce qu'on appelle le cadre unifié d'intervention, c'est-à-dire comment le cadre de mise en œuvre du PNAEPA peut être renforcé. Donc il y a le renforcement des capacités de tous les acteurs de mise en œuvre. Donc en deuxième temps, on va présenter la proposition de programme pour 2013 en termes d'activité, en termes de réalisation d'ouvrages, forages, puisards, puits, infrastructures d'assainissement, etc. Et aussi voir un peu par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui se finit en 2015, à quel niveau nous sommes et quels sont les efforts à faire pour avoir un taux acceptable de réalisation des OMD à l'horizon 2015. Le gouvernement s'est fixé comme priorité depuis 2005 de réduire de moitié la proportion des personnes en milieu urbain et rural n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2015. Et le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement constitue l'instrument par lequel l'État entend atteindre cet objectif. Il est donc attendu des participants des débats constructifs. Ils devront faire des suggestions et tirer le maximum d'informations afin qu'une fois de retour dans leurs structures respectives, ils puissent convenablement s'acquitter de leur rôle et de leurs responsabilités, tant pour le développement des services d'eau et d'assainissement, ainsi que pour la durabilité de la gestion des ouvrages.
Voilà, l'intervenant dans notre élément, il s'agissait plutôt de M. Aizo Tendano et non de Exo Tendano. Ceci dit, l'APM2A et Grade Consulting Group Cabinet ont procédé le jeudi 28 février 2013 au lancement d'un projet de réduction des pertes post-récolte et d'amélioration de l'accès des produits au marché. L'objectif est de promouvoir les revenus d'au moins 13 000 petits producteurs. Pélagie Bempanomé Sawadogo signe pour vous le reportage. La PME2A et le Grade Consulting Group Cabinet aux prises avec l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. En dépit des aléas climatiques, ces deux ONG sont convaincus que l'insécurité alimentaire en Afrique serait essentiellement liée à la mauvaise gestion des produits céréaliers, du processus de la récolte à celui de la consommation. C'est pourquoi ils s'engagent à mettre en place un projet de réduction des pertes post-récolte. Il y a des techniques de récolte, des techniques de nettoyage des produits, des techniques de stockage. Tous ces pertes sont occasionnées tout au long de la chaîne depuis la récolte des produits. Il faut donner aux producteurs les meilleures technologies, les meilleures techniques pour qu'ils puissent réduire ces pertes-là. Ce projet est financé par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique et vise à améliorer les revenus d'au moins 13 000 petits producteurs par la réduction des pertes après récolte. Nous avons là un nouveau défi que nous devons de relever, celui de lutter contre les mauvaises pratiques de récolte et post-récolte au niveau des bénéficiaires, des petits producteurs, et de favoriser l'accès à des marchés rémunérateurs. Selon une étude, 20% des céréales en Afrique sont bradées après les récoltes et cette initiative de l'APME2A et du Grade pourrait permettre une gestion efficace des rendements agricoles, ceci afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Le ministre délégué chargé de l'alphabétisation était en visite de travail ce lundi à Komki-Ipala, localité située à 40 km de Ouagadougou. Amadou Diemdoda Diko est venu chercher des repères afin de mieux s'orienter dans ses actions. Il a visité le centre d'éducation de base non formelle et un centre de multimédia de la localité. Le reportage de Nathalie Sawadou. Le ministre délégué en charge de l'alphabétisation en plein apprentissage des malles de savoir. Les malles de savoir sont des outils inventés par un groupe de savants travaillant à la Cité des Sciences à Paris. Ces outils permettent à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire d'apprendre les composants du corps humain et de mieux se prendre en charge. Et c'est le centre d'éducation de base non formelle, CBNF de Komki-Ipala, qui dispense cette formation aux élèves. Ces malles-là contiennent, par exemple, le corps humain, sur lequel un enfant peut travailler facilement pour connaître exactement les fonctions du corps, les fonctions du cœur, les fonctions des poumons et ainsi de suite. Ce qu'il n'a pas, par exemple, l'habitude de voir même dans nos classes, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que même pour enseigner, organiser une séance d'études, par exemple, sur le cœur, c'est pas si facile que ça. Le centre bénéficie de l'appui de l'ONG italienne La Verso. Comme Komki-Ipala, de nombreux villages sont soutenus par l'ONG. Elle espère poursuivre son œuvre d'éducation et de formation jusqu'en 2016 avant de la rétrocéder à l'État burkinabé. Les malles des savoirs au Burkina, elles sont là depuis 1992. Elles étaient dans la rue avec les enfants de la rue. Elles servaient pour l'alphabétisation et l'accès au métier. Ensuite, il y a des malles des savoirs qui circulent actuellement à Pensa. Il y en a d'autres qui circulent à Douroula. Là, ici, vous en avez à Komki, à Bazoulé, à Tangadassouri. Maintenant, il s'agit effectivement que le ministère nous dise si ça l'intéresse de pouvoir donner une dimension encore plus importante à ce programme. Le ministre a poursuivi sa visite au centre multimédia créé par l'ONG La Verso. Les responsables du projet veulent à l'avenir transformer le centre multimédia en un institut où étudiants, professeurs et chercheurs viendront faire des recherches. De son côté, la ministre des Droits humains et de la promotion civique a entamé des visites des directions décentralisées de son ministère. Pour ce faire, elle était hier à Ouagadougou où elle a rencontré les travailleurs de la direction régionale des droits humains et de la promotion civique du Nord. Elle a également rencontré les organisations de la société civile. Reportage de Boukari Ouedraogo. Après la visite des locaux de la direction régionale du Nord, la ministre des Droits humains et de la promotion civique a eu un échange avec le personnel.
Il s'est agi pour Prudence Julie Nia de partager les grandes orientations, les différents projets et activités de son département avec le personnel. Pour 2013, que de grands chantiers qui d'ailleurs vont démarrer avec l'adoption prochaine par le Conseil des ministres de la politique nationale des droits humains et du plan d'action. C'est tout naturellement que Prudence Julie Nia a encouragé les travailleurs et a surtout sollicité leur soutien pour réussir les grands challenges. Les difficultés ne manquent pas dans la direction régionale des droits humains et de la promotion civique du Nord, mais n'empêche que les travailleurs s'y tiennent en ordre de bataille pour leur mission d'information et de sensibilisation sur la nécessité du civisme. Ce n'est pas à chaque fois que nous avons la chance de recevoir le premier responsable du département au niveau régional. Donc ça permet en fait aux agents de la direction de pouvoir communiquer davantage avec les premiers responsables, leur exposer dans les difficultés que nous avons dans l'exercice de notre mission et voir dans quelle mesure est-ce que ces difficultés peuvent être résolues. Face à l'incivisme galopant aujourd'hui au Burkina Faso, la ministre des Droits humains a jugé utile de rencontrer les organisations de la société civile OSC qui sont l'interface entre le ministère et les populations. Ici aussi, Prudence Julie Nia a partagé avec les OSC le programme d'activité à venir et s'est imprégnée des difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mission. La collaboration qui existe entre le ministère en 2013, nous comptons la renforcer en les accompagnant dans leurs activités quotidiennes, dans leur action, dans la mise en œuvre de leur plan d'action, puisque les OSC aussi ont des plans d'action. Nous pensons que la collaboration qui pourrait naître entre ce département et les organisations de la société civile sont de bon augure donc pour la promotion des droits humains dans nos provinces. La ministre des Droits humains a en tout cas marqué toute sa disponibilité et sa volonté à accompagner aussi bien les travailleurs que les OSC dans leur mission d'éducation et de conscientisation afin que les Burkinabés vivent dans la cohésion sociale. Les membres du Rotary Club de la ville de Ouagadougou ont organisé dans l'enceinte des écoles internationales de la jeunesse le Forum des métiers. L'objectif est de susciter une motivation chez les apprenants dans le choix de leur futur métier. Estelle Judith Assoba. Ce forum des métiers a pour objectif de créer un cadre d'échange entre ces étudiants des écoles internationales de la jeunesse Adama Touré et les membres du Rotary Club exerçant une profession. C'est une opportunité qui leur est offerte pour bénéficier de l'expérience de ces professionnels. Les enseignements qui leur seront inculqués au cours de ce forum devront leur permettre de susciter en eux une vocation dans le choix de leur filière. Ce cadre d'échange est à sa 10e édition et les initiateurs ont voulu rendre un hommage particulier au président fondateur de l'établissement. La particularité, je dirais, elle est à la fois symbolique parce que la première édition du Forum des métiers a eu lieu ici, au sein des établissements de la jeunesse. Et nous revenons cette année, quelques mois après le décès du professeur Adama Touré, qui a été l'un des artisans du Forum des métiers au Burkina Faso. Et à travers cette édition, nous tenons à lui rendre un vibrant hommage, à lui et aux écoles internationales de la jeunesse pour l'œuvre qui a été réalisée depuis des dizaines d'années dans le cadre de la formation d'hommes et de femmes qui, depuis plusieurs décennies, occupent des postes de responsabilité et contribuent donc à l'édification d'une société, je dirais, juste, équitable et prospère au Burkina Faso. À ce forum, une diversité de filières a été présentée à ces étudiants. Il s'agit notamment du bâtiment et travaux publics, de la sécurité, secours, défense, de la communication, cinéma et tourisme et de la santé, administration des hôpitaux. Au niveau du volet santé, nous avons réuni un panel de spécialistes avec un gestionnaire des hôpitaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire aux élèves comment faire pour devenir infirmier, de dire aux élèves comment faire pour devenir sage-femme, de dire aux élèves comment faire pour devenir médecin généraliste, comment faire pour devenir pédiatre, comment faire pour devenir gynécologue, comment faire pour devenir chirurgien. Donc en fait, il s'agit de ce panel-là que nous avons réuni pour susciter des motivations. Chaque médecin, chaque infirmier, chaque sage-femme prend la parole pour dire d'abord la durée des études, quel est le profil pour faire ce métier et surtout quelles sont les tâches dévouées à ce métier-là.
C'est le grand chancelier des ordres burkinabés, le colonel Mamadou Dierma, qui a présidé la présente édition. Il a encouragé et prodigué des conseils aux apprenants. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir su. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux d'être chez vous demain à 20h pour d'autres actualités. Merci, au revoir et à demain donc.